sur le cours précédent, mais il y a une diapositive qui vous montre en fait que, eh bien, de manière générale, les émotions sont en contact étroit avec le système nerveux autonome et donc va agir aussi bien sur des aspects par exemple, vasoconstriction qui vont plutôt faire appel au système nerveux sympathique que, par exemple, des éléments sur des frissons ou autres, le rougissement, etc. Donc, il y a plein d'exemples en fait d'influence plus ou moins consciente sur des émotions sur notre fonctionnement. Il y a un exemple peut-être que je peux vous donner pour vous faire réfléchir un petit peu à cet aspect-là. Vous connaissez forcément les détecteurs de mensonges qui voilà, sont a priori peu fiables, mais sont basés donc sur la conductance électrique en fait au niveau de notre paume et qui reflètent tout simplement notre degré de transpiration. Et cet aspect-là peut se retrouver quand on fait montrer à des personnes des images subliminales. Donc, c'est des choses étudiées pour comprendre un peu le fonctionnement inconscient de notre système nerveux. Donc, des images subliminales, pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est, ce sont des images qui passent trop rapidement pour être perçues de façon consciente, mais qui, en fait, sont perçues par notre inconscient et vont influencer nos émotions. Donc, si on voit quelqu'un, par exemple, une image d'une personne triste de manière très rapide, consciemment, on n'a pas du tout la notion d'avoir vu cette image, mais en fait, notre système nerveux inconscient l'a perçu et ça va influencer notre degré de transpiration, donc en fait, la conductance qu'on a au niveau de la peau. Et c'est ainsi qu'on peut se rendre compte du fonctionnement de ce système nerveux inconscient à travers l'impact des émotions sur notre système nerveux autonome. Alors, j'ai rien partagé comme diapo encore. Je vais partager les diapos parce que pour l'instant, je ne vous montre rien. Mais en effet, vous avez raison, je vais vous partager. Voilà, c'était un peu en attendant que tout le monde soit là. Donc, je vous partage l'écran en parallèle. Et je reprends le chat. Pour répondre à la deuxième partie de votre question, Romain, qui était: est-ce que le système nerveux sympathique est le seul à réguler la pression artérielle? Cela veut dire que l'hypotension n'est pas un danger? Non. Alors, peut-être quelqu'un peut répondre à la place de Romain aussi. On peut retrouver ça sur la diapositive qui prend en compte l'ensemble du baroréflexe, qui doit être ici. Est-ce que quelqu'un a compris cette partie-là? Pour aider à répondre à Romain et rendre les choses un peu plus interactives. Est-ce que vous voyez donc tous la diapo? Cette diapo-là, est-ce que tout le monde l'a compris? Est-ce que vous voyez que sur cette diapo, il n'y a pas que le système nerveux sympathique qui régule la pression artérielle? Oui, hein, on voit Philippine sur la droite. On voit clairement qu'en cas d'hypertension, qui est moins dangereuse comme je le disais, dans, dans un temps court, en fait, avoir un peu d'hypertension, ce n'est pas un problème. Hein. Donc, si on a une émotion, par exemple, très importante, on va avoir une augmentation de la pression artérielle transitoire, en fait, pour préparer tout simplement l'organisme éventuellement à augmenter le débit sanguin vers les muscles. Eh bien, c'est régulé sans problème par le système nerveux parasympathique. Donc, l'hypertension et l'hypotension sont régulées. Mais comme je le disais, à court terme, c'est l'hypotension qui est beaucoup plus dangereuse. Alors, le système nerveux parasympathique n'agit pas que dans des situations exceptionnelles. Hein, en fait, tout simplement, quand vous êtes debout et que vous vous asseyez ou que vous vous couchez, d'un coup, vous avez votre pression artérielle qui va augmenter, alors qu'elle n'est pas associée du tout à une augmentation d'activité musculaire, puisque vous allez avoir en fait une augmentation de la volémie, excusez-moi, pas de la volémie, de la pression veineuse centrale quand vous vous couchez. Alors, on peut le retrouver à travers l'exemple, où on peut prendre l'exemple de la girafe, par exemple.
Ici, typiquement, vous allez avoir, quand la girafe ici va relever sa tête, elle va d'un coup avoir tout le sang qui va redescendre au niveau du cœur. Donc, vous allez avoir une augmentation de la pression veineuse centrale et vous allez avoir besoin d'activer le système nerveux parasympathique pour ramener la pression artérielle au niveau de sa valeur de consigne, parce qu'elle va augmenter d'un coup dû à cette pression veineuse centrale qui augmente. Ça marche? Donc, ce n'est pas exceptionnel, hein, c'est en permanence. C'est juste qu'il faut comprendre que l'hypotension, à court terme, est plus dangereuse pour l'organisme que l'hypertension. Et en effet, Juliette, vous avez raison, hein, le système nerveux parasympathique agit uniquement quand la pression artérielle est trop forte, par rapport à la valeur de consigne, bien sûr. Ça va pour ça? Alors, on peut reprendre, hein, vous le voyez ici, le système nerveux parasympathique, il apparaît là. Est-ce que vous avez d'autres questions avant qu'on se lance sur le Socrative, qui, encore une fois, ne cibler qu'une partie des concepts. Donc, il ne faut pas hésiter, bien sûr, à me poser toutes les questions qui vous passent par la tête. On passe au Socrative? Non. Alors, Charline, la diapo 101. Oula. Alors, vous me demandez, je vois que vous êtes demandeur d'aller au cours précédent. Il n'y a pas de problème. On peut regarder ça. Alors. Donc, c'est le cours dans la série des premiers cours. Et on va commencer donc par cette diapo 101, qui n'est pas ici, parce que ce n'est pas la même diapo 101 probablement que la mienne. Les récepteurs adrénergiques dans le système cardiovasculaire et rénal, Charline. Alors, je ne sais pas à quelle diapo vous faites allusion. Est-ce que c'est celle-là? D'accord. Celle-là? Peut-être ici? Non, en fait, c'est sur les cellules alpha et bêta des récepteurs adrénergiques, où ils disent, en gros, il y a un diaporama dessus pour dire comment elle agit, disons, mais j'ai juste pas très bien compris. En disant que les cellules alpha, c'était agonistes et les cellules bêta, c'était antagonistes. Voilà, c'est celle-ci. OK. Alors, concernant ces récepteurs-là, en fait, il y a plusieurs classes de récepteurs adrénergiques. On a les récepteurs donc, dits alpha qu'on va trouver essentiellement sur les viscères et qui ne sont pas associés aux mêmes protéines G. Est-ce que vous êtes familier avec ces voies de transduction déjà? Parce que c'est peut-être pas forcément évident pour tout le monde, je me rends compte. C'est des choses que vous avez vues en 338, qu'il faudra que vous revoyiez. Hein, oui, donc vous avez vu deux grandes classes de voies de transduction associées au récepteur coprotéine G, les protéines GQ, alpha Q, qui vont passer par la phospholipase C, augmentation de la quantité de calcium, et vous verrez, ou est-ce que c'était déjà sur ce premier cours, la régulation, si vous avez dû voir la régulation de la contraction des muscles lisses, qui, quand on augmente le calcium, vont entraîner en fait une augmentation de la contraction des muscles lisses, ce qui va créer une vasoconstriction. Donc, quand l'adrénaline ou la noradrénaline est sécrétée massivement dans l'organisme pendant une phase de danger, eh bien, ce qu'on va avoir, c'est une vasoconstriction au niveau des viscères, donc typiquement au niveau du type digestif, mais il y a d'autres types de récepteurs au niveau notamment du cœur, des reins et des muscles striés squelettiques. Et ça va faire que la conduction en fait du sang, donc le débit sanguin au niveau de ces organes-là va augmenter parce que ici on n'a pas une augmentation du calcium, mais une augmentation du taux d'AMPC qui va avoir un effet inverse sur la MLCK, qui est donc la protéine régulatrice de la contraction des muscles lisses. Alors, je ne sais pas si ça répond exactement à votre question. Ce qui vous perturbe peut-être, c'est ces notions d'agoniste et d'antagoniste. C'est des molécules qu'on utilise beaucoup
en pharmacologie ou comme médicament, en fait, pour moduler le fonctionnement de ces états de vasoconstriction, de vasomotricité, et vous les reverrez en TD et en TP. Donc, vous n'avez pas besoin de connaître par cœur le nom de ces molécules, ça n'a pas d'intérêt, mais savoir qu'il y a des agonistes et des antagonistes spécifiques. Un agoniste spécifique ici des récepteurs alpha-1, c'est la phényléphrine, et un antagoniste spécifique des récepteurs bêta-1, c'est le propanolol. Et pour rappel, un agoniste va se lier au récepteur et activer le récepteur de manière similaire au ligand naturel, alors qu'un antagoniste va au contraire avoir un effet inverse à celui du ligand naturel. Est-ce que c'est clair, Charlie? Très bien. Alors, au passage, je vois qu'il y a quelqu'un qui m'a demandé en privé comment on accède aux Socratives. C'est très simple. Pour accéder aux Socratives, ce serait bien que vous ayez... Alors, normalement, j'avais donné un lien, donc vous devez le trouver logiquement au niveau des annonces. Eh bien, vous allez sur Socrative, ou vous tapez Socrative dans votre moteur de recherche, et vous allez arriver à un lien où vous pouvez vous manifester comme étant un étudiant, student en anglais, et vous mettez votre nom, et après vous accédez à la salle. La salle, vous rentrez le nom, donc c'est room ou salle, c'est UVSQ Physio, et vous avez directement accès au Socrative. Alors, ensuite, j'ai une question qui est sur la diapo 20 du cours 2. Alors, essayez d'être un tout petit peu plus précis, malheureusement, si c'est possible, sur les diapos, parce que, en fait, je vais enlever quelques diapos par rapport à mon diaporama. Alors, est-ce que c'est celle-là? Très bien. Alors, on va commencer par répondre à cette question, mais vous n'avez pas vraiment de question. Alors, quelle est votre question? Pour préciser un peu ce que vous n'avez pas compris, sachant que c'est des choses qu'on est censé décrire ensemble. Monsieur, Oui. et excusez-moi, en fait, c'est le nom de la salle que j'ai pas compris. Qu'est-ce qu'on doit mettre là-bas? Alors, dans la salle, vous mettez ce qui est indiqué ici, UVSQ Physio. Ah, d'accord. Merci. Pas de souci. Alors, si on aborde cette partie-là, est-ce que quelqu'un, déjà, puisque l'idée de souvenir, je vous ai demandé qu'on corrigerait ça à l'issue de cette séance-là, donc est-ce que quelqu'un a une idée de pourquoi ici la pression artérielle oscille? Alors, vous n'avez pas compris, donc c'est bien de poser la question. Est-ce que quelqu'un a une idée pourquoi cette pression artérielle oscille à cet endroit-là? Alors, Kitri, c'est presque ça. Ce n'est pas les ventricules qui se remplissent. Il y a un lien, forcément, mais ce n'est pas ce qu'on voit ici. Voilà, ça varie tout le temps entre l'arrivée du sang et la sortie, mais si on est plus précis, Charline, c'est tout simplement la différence entre la systole et la diastole. Quand on est à 120, on est en fait en fin de systole, c'est-à-dire que la pression elle est maximum dans le cœur. Et en fin de diastole, on est à zéro. On est quasiment en fait à la pression veineuse, donc très très faible, et on va descendre en dessous de cette pression veineuse avec, eh bien, on est logiquement, on ne peut pas tout à fait descendre en dessous, hein, puisque sinon il y aurait des soucis, puisque en permanence, en fait, au bout d'un moment, quand la pression veineuse est supérieure à celle qu'il y a dans les ventricules, ce schéma est sûrement un tout petit peu faux. En fait, ça ne peut pas descendre complètement à zéro. Quand la pression veineuse devient supérieure à la pression des ventricules, les valvules auriculo-ventriculaires s'ouvrent. Donc, fatalement, la pression, elle est au moins égale au plus bas à la pression veineuse centrale. Donc, ça, c'est bon pour le début. Donc, c'est l'oscillation, tout simplement, donc systole, diastole. Et au niveau des aortes, ça va être limité dans les variations au niveau des oscillations dues à l'élasticité des aortes dont on avait parlé. Ça va pour ça? Alors ensuite, je vous ai demandé pourquoi
d'un coup la pression diminue le long du réseau? Est-ce que quelqu'un a une idée? Ce n'est pas une question de position, hein. Là, on est tout simplement l'évolution dans le réseau de vaisseaux sanguins. Et on passe, en fait, là, on vient de finir de passer les artérioles, on arrive au niveau des capillaires. Alors, en effet, il y a une question de diamètre des vaisseaux qui diminue, mais combien même vous auriez une section qui serait exactement avec le même diamètre, on aurait quand même une diminution au cours du temps, enfin pas au cours du temps, avec la distance du cœur de la pression. Est-ce que quelqu'un a une idée pourquoi on a cette diminution de pression? Alors Romain, vous avez raison, c'est bien une question de passage, mais comme je vous disais, on aurait même, si on n'avait que des artères, on aurait une perte de pression au fur et à mesure du réseau. En fait, pour bien comprendre ça, il faut revenir à une des premières diapos, qui est celle-ci, qui vous dit en fait que, eh bien, on a des résistances au niveau de l'écoulement. Donc, il y a un peu à avoir un lien, Juliette, vous avez raison, avec la surface, mais on va y revenir un peu après. Ce qu'il faut comprendre, c'est que plus le tuyau va être long, plus on va avoir une résistance à l'écoulement. Vous voyez, c'est ce qu'on a ici. En fait, la résistance, elle augmente avec la longueur du vaisseau. Donc, plus on va s'avancer dans le réseau, plus on va accumuler en fait des pertes d'énergie. Et ces pertes d'énergie vont faire que la pression va diminuer. Et cette pression va diminuer d'autant plus, et là ça rejoint une partie de la réponse de Juliette, que les vaisseaux vont devenir de plus en plus petits. Comme les vaisseaux deviennent de plus en plus petits, eh bien, ils vont avoir une résistance à l'écoulement qui va augmenter. Vous voyez que si on a une chute du diamètre des vaisseaux, à ce moment-là, les résistances augmentent. Donc c'est le fait que, au fur et à mesure qu'on avance dans le réseau, il y a de plus en plus de résistance à l'écoulement. Et le fait qu'on ait de plus en plus de résistance à l'écoulement va faire baisser la pression quand on s'éloigne du cœur. Il faut imaginer tout simplement qu'il y a une perte d'énergie au fur et à mesure que le sang s'écoule du cœur, où il va être expulsé, jusqu'à arriver au capillaire. C'est clair pour tout le monde? Alors pourquoi ça augmente au niveau du ventricule gauche, ici? Ça augmente au niveau du ventricule gauche, tout simplement parce que le cœur, en se contractant, va redonner de l'énergie et donc va faire augmenter la pression. Sinon, ça ne marcherait pas. Donc, ça permet de relancer en quelque sorte la circulation sanguine. C'est le rôle de la pompe. Ça répond à votre question, Gladys? OK. Alors, si on s'intéresse juste à ce qu'il y a en dessous, donc là, Juliette, peut-être vous avez raison, on a une augmentation de surface. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi, en parallèle de cette augmentation de surface, on a une vitesse du sang qui diminue brutalement? Vous avez vu en une seconde peut-être une partie de la réponse. Est-ce que quelqu'un a une idée? Alors Audrey, vous avez raison, ça va permettre de donner le temps de faire les échanges. Et ça, c'est une conséquence heureuse de cette diminution de vitesse. Alors Romain, vous avez raison, les capillaires sont très fins mais très nombreux, donc il y en a beaucoup, ils sont petits. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont forcément petits. En fait, l'idée, c'est que vous voyez, la surface ici augmente. Donc, est-ce que vous avez compris pourquoi déjà, ce que veut dire cette surface du réseau? En fait, ça veut dire que si on compare la section au niveau des
si on cumule toutes les artères ensemble, on va dire qu'on a une section de vaisseau qui va être de cette taille-là, alors que si on compare celle qui est ici, on va avoir une énorme section cumulée. C'est ça que ça veut dire. Parce qu'il faut imaginer que là, on a les millions de capillaires qui sont présents et qu'on met tous ensemble pour avoir un diamètre cumulé de tous les capillaires. Comme le dit Romain, bien que les capillaires soient très fins, ils sont tellement nombreux que leur surface cumulée est beaucoup plus importante que la surface cumulée des artères. Et après, il faut se rappeler que le débit sanguin, il est le même tout le long du réseau. Ça, c'est très important. Et est-ce que vous vous rappelez, le débit, il est proportionnel à quoi? À la surface qu'on va multiplier par la vitesse du sang. Si on a une diminution, plutôt une augmentation de la surface, eh bien, la vitesse du sang, elle va diminuer pour que le débit, lui, reste constant. Donc ici, comme le diamètre cumulé de tous les vaisseaux sanguins va augmenter au niveau des capillaires, c'est ce que j'ai représenté par ce grand cercle, eh bien, on a une vitesse qui va s'effondrer pour garder le même débit. Ça, c'est très important de comprendre ça. Et après, Audrey, vous avez raison, eh bien, la nature étant bien faite, dans l'évolution, cette diminution de vitesse va permettre d'assurer un temps d'échange au niveau des capillaires. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est un des points vraiment importants de ce cours sur cette partie de circulation. Super. Alors, dernière question sur cette diapositive. On vous demandait pourquoi ici on a une augmentation de la vitesse sanguine. Est-ce que quelqu'un a une idée? Et n'hésitez pas à vous exprimer à l'oral aussi si vous le souhaitez. Si on dessine la section cumulée des veines, à votre avis ici, elle va être comment? Voilà, très bien Léa. On va repasser dans les veines qui ont une surface plus petite que les capillaires, mais cette surface, elle va être quand même plus grande que les artères. Ce qui va expliquer qu'on a une vitesse qui va être intermédiaire entre la vitesse au niveau des capillaires et la vitesse au niveau des artères. Vous avez dû voir que les veines, globalement, sont des vaisseaux de plus grand diamètre que les artères. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, cette partie-là? Super. Je peux vous poser une question? Bien sûr. Je vous écoute. Alors, je ne vous entends pas bien. Les valvules. Alors, le micro ne fonctionne pas très bien. Je vais mettre mon casque, peut-être pour limiter les problèmes d'écho. Vous posez votre question dans le chat. Soit la reposer dans votre temps, parce que là, on n'a pas pu l'entendre. Tout a coupé. Vous voyez plus. Qu'est-ce que vous entendez, Julien, par tout a coupé? Oui, très bien, merci. Donc la question, c'était Aude qui l'a posée. Pourquoi sur la courbe de surface, la surface entre artères? D'accord, merci pour le retour.
Donc, je n'ai pas entendu qui posait la question à l'oral. Est-ce que c'est Aude qui repose sa question maintenant à l'écrit? Non, la question, c'était moi. Ah, oui, C'était Philippine. Oui, Philippine, est-ce que vous pouvez poser votre question? Je répondrai à Aude après. Je demandais si la vitesse dans les veines augmentait parce que aussi dû au fait qu'il y ait les valvules dans les membres inférieurs. Non, il n'y a aucun rapport entre les valvules et la vitesse. Les valvules, elles vont juste empêcher que le sang ne remonte pas vers le cœur et que au moment des pompes musculaires, donc typiquement, alors on va reprendre la diapo qui est juste avant. Vous voyez, quand vous marchez, les valvules, elles permettent juste au sang de remonter vers le cœur et pas de descendre vers vos pieds. C'est juste ça, les valvules. Donc, elles n'ont pas de rapport avec la vitesse. Après, c'est une question de débit constant. Comme le débit est constant, au niveau des veines, comme au niveau des veines, on a une surface qui est un peu plus forte qu'au niveau, un peu plus élevée, pardon, que la surface au niveau des artères, eh bien, la vitesse du sang diminue. Par contre, elle est beaucoup plus importante qu'au niveau des capillaires, donc la vitesse va augmenter. Ça va? Oui, Lélie, c'est bon. Alors, sauf qu'on ne peut pas parler vraiment de restabiliser ou rééquilibrer le débit sanguin. Le débit sanguin, il est stable parce qu'on est en circuit fermé. Donc, il ne faut pas imaginer qu'il y a des régulations derrière le débit sanguin. C'est comme si, alors c'est difficile à imaginer, mais vous aviez une rivière qui fonctionnait en continu. Si c'est une rivière qui fonctionne en continu, forcément, qui va se rejeter, ou un circuit, en fait. Le plus simple, c'est imaginer un peu, je ne sais pas si vous connaissez ce genre de système, mais il y a des rivières artificielles, par exemple, pour faire du canoë, enfin du kayak plutôt, qui sont faits avec des systèmes de pompes qui vont relever toute l'eau qui descend de cette rivière artificielle pour la réinjecter en haut du début de la rivière. Donc, c'est en circuit fermé, le débit il est forcément le même partout. Donc, c'est la même idée. S'il n'y a pas d'autres questions, si j'avais peut-être vu une question d'Aude. Alors, pourquoi sur la courbe, la surface entre artère et veine est similaire? Eh ben, c'est une très bonne question. Eh ben, tout simplement parce que c'est tellement petit qu'on ne voit pas la différence entre les deux. Mais elle est bien différente, pour répondre à votre question, Aude. Mais c'est tellement faible par rapport à la surface cumulée des capillaires que on a l'impression que les deux sont à zéro. Et Romain, vous avez raison. Les pompes musculaires permettent de faire remonter le sang dans les veines. La vitesse n'est pas totalement constante du coup. Eh bien, c'est juste que la vitesse va être différente selon les zones. Et vous pouvez avoir typiquement, si vous ne bougez pas et que en ce moment vous êtes assis et vous ne bougez pas, eh bien, le sang dans vos veines au niveau de vos jambes va stagner. Alors que au niveau de l'autre réseau des veines, notamment au niveau de l'abdomen, eh bien, vous allez avoir une circulation complète du sang. Donc, le débit global dans les veines va rester constant, mais il y aura des zones où ça va stagner. D'où le problème, justement, de rester dans des positions, notamment assises pendant très longtemps, sans bouger, où vous avez du sang qui va stagner longtemps dans vos jambes. Donc, il ne faut pas imaginer que la vitesse est exactement la même dans toutes les veines. Il y a certaines veines où la vitesse va être différente. Ça répond à votre question, Romain? Et non, il n'y a pas de valvule dans la carotide. Alors, la carotide, c'est une artère, mais bon, peu importe. Et il n'y a jamais de valvule dans les artères parce que le sang, en fait, ne peut pas revenir vers le cœur au niveau des artères. Puisque c'est en fait là où on a le plus de pression. Et donc, le sang va aller dans le réseau des fortes pressions vers les faibles pressions. Par contre, au niveau des veines, la pression est tellement faible que ces différences de pression ne suffisent pas à faire circuler le sang, surtout pour lutter contre la gravité. D'où le besoin de ces valvules. En fait, le seul exemple où on a des valvules au niveau du au-dessus de la tête, c'est seulement dans les veines jugulaires qu'on va trouver pour les girafes, parce que justement, quand typiquement elle est en train de boire, on a le même problème qu'au niveau de la gravité,
et le sang ne peut pas revenir au cœur. Et voilà, je pense que c'est à peu près clair. Très bien. Est-ce qu'on peut se… Bon, allez-y si vous avez d'autres questions. On n'a pas de raison d'être pressé, si… Il ne faut pas hésiter. On est là pour répondre à toutes vos questions, au contraire. N'hésitez pas s'il y a des choses un peu difficiles pour moi. Les points difficiles du cours sont abordés d'autres au niveau du socrative, mais voilà, on peut éventuellement, s'il n'y a pas d'autres questions, voilà, la notion de pression aquatique, on va revenir dessus, très bien. C'est une des notions difficiles qui était abordée dans le socrative, mais on pourra revenir dessus et éventuellement, si après ces premières explications, c'est toujours pas clair. Donc la pression aquatique, c'est vraiment un des points très importants du fonctionnement en fait des échanges capillaires, et elle est due au fait que dans le plasma, on a des protéines en plus de celles qu'on trouve dans le liquide interstitiel. Est-ce que ça, Léa, vous avez bien compris? Donc c'est essentiellement dû à l'albumine, la sérum albumine. Donc si vous vous rappelez, vous avez bien compris l'osmolarité, ça fait que tout simplement, les lois de déplacement des liquides par rapport à l'osmolarité font qu'on va toujours du moins concentré vers le plus concentré. Donc, vous avez une pression osmotique qui pousse l'eau à aller des liquides interstitiels vers le plasma. Est-ce que là, Léa, vous êtes, ou tout le monde, vous êtes d'accord avec ça déjà? Ensuite, on a voulu donner un nom, c'est ça qui ne simplifie pas les choses, mais à cette pression osmotique due à cette présence de protéines surnuméraires dans le plasma. Et le nom qu'on lui a donné, c'est la pression aquatique. Mais c'est concrètement la pression osmotique due au fait qu'il y ait plus de protéines dans le plasma. Une fois qu'on a bien compris cette notion de pression aquatique, eh bien, je vous ai fait normalement ce schéma-là que vous retrouvez et qui est équivalent à celui-là. Donc, je vous invite à refaire ce schéma pour bien comprendre que la pression aquatique, elle est stable, elle est à 25 mm de mercure. Vous avez une baisse de la pression hydrostatique qu'on vient d'évoquer due à la perte de la pression via les résistances accrues au niveau de ces réseaux de capillaires qui vont fortement augmenter la dissipation d'énergie. Et l'ensemble des deux va expliquer que tout au début du capillaire, on a une ultrafiltration du sang vers les tissus parce que la pression hydrostatique est supérieure à la pression aquatique. Donc la différence de pression fait que le sang va aller vers les tissus. Alors évidemment, les globules rouges, toutes les cellules vont être trop grosses pour passer, les grosses protéines aussi, mais des petites protéines et évidemment beaucoup de nutriments vont pouvoir passer par ultrafiltration. Et à l'inverse, quand la pression aquatique devient supérieure à la pression hydrostatique, on a une ultrafiltration, cette fois, des liquides interstitiels, des tissus, vers le plasma, vers le sang. Donc c'est ce que vous retrouvez ici, avec le schéma un peu plus compliqué, mais il faut bien comprendre voilà, ces différences en fait, entre ces pressions hydrostatiques et cette pression aquatique. Est-ce que c'est plus clair, Léa? Oui, mais du coup, j'ai une question. En fait, le rôle physiologique, ça sert à quoi? Enfin, ça permet quoi, cette pression? Je ne sais pas si je suis assez claire. Si. Eh bien, si vous enlevez la pression aquatique, vous n'avez que de l'ultrafiltration qui va vers les tissus. Et si vous avez de l'ultrafiltration qui vient que vers les tissus, vous apportez des nutriments, mais vous ramenez pas du tout les déchets cellulaires, et notamment les gaz. Ça veut dire que vous utilisez que le système lymphatique pour récupérer les déchets et les liquides qui vont être filtrés en plus. Et ça, ce n'est pas physiologiquement viable, puisque ça veut dire que ces échanges seront trop lents. Donc, dans l'évolution, il a été visiblement développé un système qui permet d'avoir une réabsorption nette au niveau des capillaires. Voilà. Alors, essayer, c'est pas évident, hein, mais on essaie d'être jamais finaliste. Hein. Il n'y a pas quelque chose qui est fait pour, mais il se trouve que ces fonctionnements permettent à ces mécanismes sophistiqués de se mettre en place. Alors, Audrey, vous avez une question sur les synapses particulières. On parle de synapses en passant, ou il y a un autre terme, alors là, vous me demandez, c'est sur les muscles lisses.
Voilà, on parle de varicosité parce qu'en fait, on n'a pas un bouton synaptique comme on a sur les synapses classiquement au niveau des neurones, mais on a un neurone qui va faire plusieurs synapses pour pouvoir libérer des neurotransmetteurs sur des grandes zones. Alors, on revient, Romain, sur les questions des capillaires. Donc, c'est au niveau des capillaires que se passe l'ultrafiltration. Oui. En passant, tout simplement, EN, plus loin, passant. C'est un peu plus simple. Voilà, je vais l'écrire comme ça. Ça sera plus clair. Voilà, on parle de... C'est juste histoire de parler, d'utiliser le même, hein, mais on parle de varicosité aussi, ou peu importe. Alors, la question de Romain, c'est au niveau des capillaires que se passe cette ultrafiltration. Oui, il y a seulement au niveau des capillaires que se fait l'ultrafiltration, parce que sinon, on a des couches trop importantes au niveau des vaisseaux qui empêchent ces échanges. Ça, c'est important de bien comprendre ça. Quand vous reprenez ici la structure des différents vaisseaux, vous voyez qu'il y a seulement au niveau des capillaires où on n'a que l'endothélium. Après, on a trop d'intima et de médias d'adventices qui sont trop développés avec trop de structures différentes pour permettre ces échanges. Tous les autres vaisseaux sont imperméables en fait au passage de liquide et à l'ultrafiltration. Et pour répondre à votre question, donc la dernière question est est-ce que l'ultrafiltration est la réabsorption de liquide interstitiel? L'ultrafiltration, non, c'est le passage de liquide à travers une membrane sous pression. Ce qui veut dire que quand on prend ici ces échanges, on a de l'ultrafiltration en fait ici, comme je l'ai expliqué dans le détail en dessous, le liquide à travers le capillaire, c'est de l'ultrafiltration. Elle peut se faire vers le tissu ou des tissus vers le plasma. Alors, évidemment, si vous regardez le diapo, pourquoi ici on n'a pas écrit filtration nette dans les deux cas? Eh bien, c'est encore parce que ce schéma est faux, comme un peu tous les schémas. Mais il faut comprendre en fait ce qui est derrière. Après, vous pouvez parler d'ultra-absorption si vous préférez, mais en fait, la notion d'ultrafiltration, c'est le passage de liquide à travers une membrane via une différence de pression. Donc, dans les deux cas, on a de l'ultrafiltration. Je crois que je l'avais mis dans mon premier diaporama. Ce sera probablement un tout petit peu plus clair si vous prenez une des premières diapos où on explique en fait les échanges au niveau des réseaux. Vous l'avez ici. Voilà. Vous avez, on parle d'ultrafiltration générale, hein, donc passage de liquide à travers une membrane sur pression dans les deux sens. Donc, vous voyez, les flèches qui sont là sont dans les deux sens. Alors, ensuite, il y a une question d'Audrey sur quelle est la différence entre les capillaires continus et fenestrés, sachant que les deux font passer les hormones. Eh bien, ça va… oui, c'est une bonne question. Les capillaires fenestrés vont laisser passer des plus grosses protéines. Alors, si on reprend le diaporama, vous l'avez ici. Vous voyez que les fenestrés, c'est les petites protéines en plus des hormones. Donc, on va trouver ça typiquement au niveau glande endocrine. Alors, on a ces éléments-là. Et alors, est-ce qu'il y a des exemples d'hormones maintenant? Parce que votre question n'est pas si évidente que ça. C'est de trouver un exemple de petites protéines qui pourraient passer, mais qui ne se retrouvent pas dans les deux cas. On va dire qu'en fait, probablement, et je pourrais me renseigner pour avoir le détail, mais on va dire qu'au niveau des capillaires fenestrés, les passages des hormones peptidiques vont être facilités, mais il est évident que toutes les hormones peptidiques doivent pouvoir passer aussi au niveau des capillaires continus. Donc, on va dire que aussi au niveau des glandes endocrines, on a besoin de sécréter beaucoup de ces hormones peptidiques. Donc, il faut faciliter le passage de ces petites protéines. Donc, je suppose qu'au niveau des capillaires fenestrés, on a un passage juste privilégié de ces protéines par rapport aux capillaires continus. Ça va, Audrey?
Alors, est-ce que vous avez d'autres questions avant qu'on passe aux Socratives? Ok, a priori non. Et donc, on va commencer à corriger donc les différents éléments. Alors, on vous demandait tout d'abord, concernant les cellules nodales, donc c'était un peu en lien avec le cours précédent aussi, eh bien, donc il y a beaucoup de choses et quelques erreurs. Tout d'abord, est-ce que l'acétylcholine augmente la probabilité d'ouverture des canaux IF? Là, il fallait répondre non, parce que si on augmente la probabilité d'ouverture des canaux IF, à ce moment-là, on accélère la vitesse de dépolarisation et donc on va accélérer le rythme cardiaque. Donc, ça ne va pas. Donc, les oscillations de leur potentiel de membrane accélèrent en présence d'antagonistes des récepteurs bêta-adrénergiques. Donc là, ça commence à être un peu compliqué. Il faut se rappeler que les récepteurs bêta-adrénergiques, ils sont présents au niveau des cellules nodales pour accélérer le rythme cardiaque. Donc, si on met des antagonistes, eh bien, au contraire, on va empêcher cette action et donc on va plutôt ralentir le rythme cardiaque. Donc, forcément, c'est faux. Donc là, je me rends compte que par contre, cette phrase était juste et que je ne sais pas pourquoi je n'ai pas entouré la question C comme étant positive. C'est une petite erreur de ma part. Donc, les oscillations de leur VM accélèrent bien en présence d'agonistes des récepteurs bêta-adrénergiques. Ça, cette réponse, elle est vraie. Il y a une petite erreur sur le Socrative, mais c'est juste. Ensuite, impose leur rythme endogène au repos? Non. Alors, c'est un peu compliqué. Ça, vous avez dû voir, normalement, qu'on avait ce qu'on appelle la présence vagale, un frein vagal permanent, qui est que le système nerveux parasympathique, au repos, est toujours actif. Et donc, ce frein vagal fait qu'au repos, le rythme d'oscillation cardiaque est plus faible que celui des cellules nodales endogènes. Ça, la plupart, vous avez bien répondu. Et en effet, la dernière question est juste. Elles expriment bien à la fois des récepteurs adrénergiques et cholinergiques. Ça va pour cette question? Très bien. Ensuite, on avait une question sur les sinus carotidiens. Donc là, toutes les réponses étaient bonnes et vous avez tous apparemment très bien répondu. Alors, je peux donner quand même les explications rapidement pour ceux qui ont des doutes. Donc, en effet, au niveau des sinus carotidiens, c'est une zone très sensible, comme la crosse aortique, pour détecter en fait des variations de pression artérielle, de pH et de pression partielle en oxygène. Donc, logiquement, on a des cellules sensibles à ces différents paramètres. Elles sont placées ici stratégiquement parce que justement, le sang se dirige vers le cerveau à cet endroit-là. Les carotides sont les artères qui vont au cerveau et sont impliquées dans le contrôle extrinsèque du cœur, tout à fait, puisqu'elles vont envoyer des informations au tronc cérébral qui vont, à leur tour, compiler ces informations en quelque sorte pour réguler le fonctionnement du cœur. Voilà, et on vient de dire donc qu'elles envoient bien des afférences vers le tronc cérébral. Pour rappel, les afférences, c'est des informations nerveuses qui arrivent au système nerveux central. Je pense qu'il n'y a pas de difficulté particulière. Ensuite, toujours sur le cœur, sa force de contraction augmente avec le pH sanguin. Alors là, ce n'est pas évident à répondre comme ça, il faut réfléchir. Et on va le retrouver sur ce diaporama où on vous dit que en fait, le pH sanguin, eh bien, lui, alors là, si on reprend la question, d'abord, la question c'est qu'est-ce qui se passe quand le pH sanguin augmente? Alors, le pH sanguin, il faut se rappeler qu'il est directement lié à la pression partielle en CO2. Et en fait, je ne l'ai pas remis sur cette diapo-là, mais quand le pH sanguin augmente, c'est qu'on a moins de CO2. En effet, augmentation de la pression partielle en CO2, c'est égal à une baisse du pH. On acidifie en fait le pH. Donc, si le pH augmente, à ce moment-là, ça veut dire que la pression partielle en CO2, elle est plutôt faible.
Donc, ce n'est pas du tout un signal de détresse pour l'organisme qui va pousser à augmenter la pression artérielle. Alors, je réponds ensuite aux questions. On va juste finir le Socrative sur cette question-là et je réponds tout de suite à votre problématique qui trie. Donc, si on reprend la suite de ces questions-là, la force de contraction régulée par le système nerveux parasympathique, donc ça c'est faux. Pour rappel, c'est le système nerveux sympathique qui agit. Alors, vous voyez ici, hein. On va mettre cette partie de diaporama qui nous montre qu'en fait, eh bien, la force de contraction, donc qui va agir sur le débit cardiaque, elle est seulement régulée par le système nerveux sympathique. Ensuite, on vous disait il existe plus de sang par minute après stimulation des médullosurrénales. Oui, parce que les médullosurrénales sécrètent principalement l'adrénaline. Cette partie-là, dans la partie du système nerveux sympathique, la noradrénaline étant sécrétée plutôt de manière nerveuse. C'est un peu un mélange des deux. Sa fréquence de contraction augmente si on coupe le nerf vague. Oui, là, c'est beaucoup de questions un peu difficiles. Là, ça fait appel au frein vagal. En effet, si on coupe le nerf vague, à ce moment-là, on enlève le frein vagal, puisqu'il n'y a plus l'action du parasympathique au niveau du cœur, et forcément, on va retrouver le rythme de contraction du cœur lié au rythme endogène des cellules nodales, qui est plus élevé que celle qu'on a normalement au repos. Et au final, sa fréquence de contraction est plus faible au repos chez un sportif, oui, parce que le volume d'éjection systolique étant plus élevé chez un sportif qui a un cœur entraîné, eh bien, pour avoir le même débit sanguin au repos, il y a besoin de contracter moins rapidement le cœur. Alors voilà pour ces questions-là. Entre-temps, il y a eu des questions dans le chat. Une première, est-ce que extrinsèque vers le cerveau, intrinsèque du cerveau vers le cœur? Non. Extrinsèque, c'est en dehors du cœur. Intrinsèque, c'est le cœur tout seul. Le cœur isolé, il a des régulations internes, notamment, c'est la loi de Starling, typiquement, les régulations intrinsèques. Et puis, vous avez le fonctionnement intrinsèque dû aux cellules nodales qui vont agir sur le cœur. Donc, extrinsèque, c'est en dehors du cœur, toutes les régulations qui vont agir sur le cœur, mais sans avec une action externe au cœur, alors qu'intrinsèque, c'est interne vraiment au cœur et évidemment à l'arrivée du sang à ce niveau-là. Voilà, Kitri a bien répondu en fait. Alors, la question du pH, on va revenir dessus, il n'y a pas de problème. C'est une question un peu classique. Ce n'est pas fondamental, mais c'est bien si vous avez, ça vous aidera si vous avez bien compris cette partie-là. Donc, il faut juste se rappeler, alors je vais essayer de trouver un peu de place. Pourquoi on a ça? Eh bien, dès qu'on va avoir du CO2 dans notre organisme, il va se combiner avec de l'eau via ce qu'on appelle une enzyme qui s'appelle l'anhydrate cyclase. Pardon, ce n'est pas l'anhydrate cyclase, l'anhydrate ou la anhydrase carbonique. Oui, alors ça doit être ça. Et qui est une enzyme en fait qui catalyse eh bien, la combinaison d'eau et de CO2 pour former des ions bicarbonate. Et ces ions bicarbonate, ils vont se dissocier spontanément pour donner des ions carbonate et des protons. Et forcément, si on augmente la quantité de protons, eh bien, le pH diminue. Il faut vous rappeler de vos cours de chimie. Même si c'est un peu du basique. Ça nous dit si la quantité de protons augmente, alors le pH diminue. OK? Donc, si on a beaucoup de CO2, si le CO2 augmente, eh bien, on en déduit que le pH diminue. Ça va pour ces parties-là? Audrey, ça répond à votre question?
Alors, si on a besoin de dioxyde de carbone dans l'organisme, il va beaucoup se dissocier. Oula, je ne suis pas sûr de comprendre votre question. Le dioxyde de carbone, on en a un peu besoin, vous avez raison. Si on a trop peu de dioxyde de carbone, on a des problèmes de régulation du pH, mais c'est très très rare. Donc, alors si on a beaucoup, d'accord, si on a beaucoup de CO2 dans l'organisme, il va beaucoup se dissocier. Non, si on a beaucoup de CO2 dans l'organisme, ça veut dire qu'on va avoir beaucoup de formation. Donc, c'est ce que je vous mets là. Si la quantité de CO2 augmente dans l'organisme, typiquement, eh bien, si on a un ralentissement du débit sanguin et donc une accumulation de dioxyde de carbone au niveau des tissus, eh bien, le pH va diminuer parce qu'on va entraîner, c'est les lois de chimie, hein, des réactions chimiques. Si on augmente ce composé ici, ben, on va décaler la réaction pour augmenter en fait la quantité d'ions carbonate et de protons, et donc le pH va diminuer. Je ne sais pas si je réponds à votre question, je ne suis pas sûr de bien comprendre sinon ce que vous cherchez à dire, André. OK. Voilà, juste pour info, les seuls moments où on a trop peu de CO2, c'est quand on va hyperventiler. Donc, c'est des cas assez rares, soit des crises de stress importantes, soit quand on se retrouve eh bien, en altitude avec des manques d'oxygène et qu'on ventile trop. Dans ce cadre-là, on peut se retrouver à avoir trop peu de CO2 et avoir un pH sanguin qui va être trop élevé, ce qui va être évidemment aussi problématique au niveau du corps. Donc, c'est des choses assez rares. Et en fait, l'augmentation, le fait qu'il y ait trop peu de CO2 dans l'organisme est très mal régulé, pour le coup, parce que c'est des choses qui arrivent très rarement. Alors, si on reprend le Socrative, on arrive à la question 4 et on demande, concernant le diamètre des vaisseaux sanguins, donc là, typiquement, on revient sur des questions qu'on a un peu abordées, mais qui sont des questions difficiles. Donc, les résistances à l'écoulement augmentent avec lui. Ben non. Plus le diamètre est gros, moins on a de résistance. Au contraire, les résistances sont proportionnelles à l'inverse du diamètre. Alors, on retrouve ça avec la formule. Alors, ce n'est pas le bon PowerPoint. Vous l'avez ici. Avec donc une relation inverse entre le diamètre des vaisseaux et les résistances. Puisque vous avez 1 sur R en plus à la puissance 4. Très bien. Alors, sa diminution du diamètre des vaisseaux entraîne une augmentation du débit en aval. Ça, c'est faux. Comme on a vu, en fait, le débit, il est toujours stable. Donc, il n'y a pas de variation du débit en fonction d'un changement de diamètre. Donc, ce diamètre, par contre, est plus grand en moyenne dans le réseau des veines. Oui. Alors, ça dépend par rapport à quoi, hein. Par rapport aux artères, oui. Par rapport aux capillaires, non. C'est vrai que là, cette question était il fallait préciser un peu. N'empêche jamais les cellules sanguines de circuler. Ça, c'est faux. Alors, en même temps, je ne crois pas vous l'avoir déjà dit. Donc, c'est normal que vous ne sachiez pas encore ça. Ça sera dans le cours prochain, voire dans le dernier cours sur le cardiovasculaire. Vous verrez que vous avez un avant-première sur le cours prochain. Ici, en fait, c'est les réseaux de capillaires. Eh bien, il se trouve que les capillaires ne laissent pas passer les globules blancs, notamment, qui sont trop gros, qui sont beaucoup plus gros que les globules rouges. Donc, les globules rouges, eux, ils vont bien passer dans tout le réseau de capillaires. Mais par contre, les globules blancs, eux, ne peuvent pas passer par ces réseaux de capillaires. Ils sont obligés de passer par ce qu'on appelle des méta-artériels, qui sont des vaisseaux entre les capillaires et les artériels. Voilà. Et eux, donc, ils permettent à ces globules blancs de circuler. Donc là, il y avait une petite question piège, en quelque sorte, parce que quand on entend cellules sanguines, il y a aussi les globules blancs, et eux, ils ne peuvent pas circuler dans tous les vaisseaux sanguins. Donc, vous ne pouviez pas répondre à cette question. Il est invariable dans le réseau des capillaires. Eh bien, oui, c'est vrai. En effet, les capillaires sont les plus petits vaisseaux, et eux, il n'y a pas de vasomotricité au niveau de ces capillaires, puisqu'il n'y a pas de muscle lisse. Donc, leur diamètre ne change pas. Est-ce que ça va pour cette question qui est un peu difficile?
Très bien. Alors, la pression artérielle, elle diminue quand les RPT diminuent. Oui, bon, visiblement, vous avez plutôt bien répondu. Là, on peut se repencher sur les systèmes de régulation avec ce fameux schéma. Qui nous dit que, eh bien, quand on a des résistances périphériques totales qui augmentent, eh bien, on a une pression artérielle qui va augmenter. Donc, à l'inverse, si on a des résistances périphériques totales qui diminuent, la pression artérielle va diminuer. On le retrouve aussi à travers cette diapositive qui vous dit que la pression artérielle moyenne est proportionnelle au débit cardiaque et aux résistances périphériques totales. Alors, quand les RPT augmentent, elles diminuent pour maintenir le débit cardiaque. Alors ça, c'est peut-être une des questions les plus difficiles de tout le module. Et on va passer un tout petit peu de temps pour l'expliquer. C'est normal que vous soyez beaucoup trompé. Enfin, vous n'êtes pas trompé de tant que ça. En fait, il faut comprendre, donc c'est un peu expliqué, j'en ai expliqué, c'est cette histoire de proportionnalité. Donc j'insiste un petit peu dessus, j'ai insisté dans le cours et puis je réinsiste aujourd'hui. L'idée, c'est pourquoi les RPT augmentent. Il faut se demander pourquoi ces RPT augmentent. En général, c'est parce qu'il y a typiquement de la vasoconstriction. Et s'il y a de la vasoconstriction, c'est parce qu'il y a eu des régulations qui visent à maintenir, par exemple, eh bien, la pression artérielle dans sa valeur de consigne. Donc, si on reprend le schéma qui est là, admettons, vous avez une baisse rapide de la pression artérielle parce que vous venez, par exemple, de vous mettre debout. Eh bien, on va avoir tout ce système de baron réflexe qui va rentrer en jeu pour augmenter les résistances périphériques totales. Mais l'augmentation de ces résistances périphériques totales vise à augmenter la pression artérielle. Donc, la pression artérielle ne va surtout pas diminuer pour maintenir le débit cardiaque, puisque probablement que dans le cadre de ces régulations-là, on va avoir aussi une augmentation du débit cardiaque. Donc, il faut voir l'aspect dynamique. Et il faut comprendre que si les résistances périphériques totales changent au niveau de leur niveau d'activation, leur niveau tout simplement, eh bien, c'est dans le cadre de régulation de la pression artérielle. Et que la valeur qui est réglée dans tous ces systèmes-là, c'est la pression artérielle. Donc, en aucun cas, cette pression artérielle ne va changer pour adapter, par exemple, maintenir un débit cardiaque identique, quoi qu'il se passe. Donc, ça n'aura aucun sens. De la même façon, on peut avoir, lors d'un effort physique, vous commencez à courir, eh bien, vous allez avoir une augmentation des résistances périphériques totales, notamment avec des vasoconstrictions de toutes les viscères. En aucun cas, la pression artérielle va diminuer pour maintenir le débit cardiaque identique au débit cardiaque que vous avez au repos, puisque le but de ces augmentations des RPT, ça va être d'augmenter le débit cardiaque pour vous assurer eh bien, une bonne irrigation, notamment des muscles striés. Est-ce que cette partie est claire pour tout le monde? On pourrait prendre le temps de réécouter ces explications, hein, mais si vous avez des questions supplémentaires, c'est un des points, on va dire, difficiles. Globalement, je pense que c'était pas mal, parce que vous êtes beaucoup à avoir bien répondu. Très bien. Alors, donc, en effet, la pression artérielle, elle augmente en cas d'exercice musculaire, on vient de le dire. Elle est similaire entre l'homme et la souris. Et bien, là encore, je me suis trompé dans le Socrative. Vous avez tous raison, et c'est cette réponse qui est fausse. En fait, en effet, c'est étonnant, mais entre l'homme et la souris, la pression artérielle est quasiment identique. Donc, c'est très étonnant. Par contre, elle est bien plus importante chez les girafes. Donc, je corrigerai ces petites erreurs. Hein, donc, attention, pour ceux qui n'ont pas fait attention, cette réponse-là devrait être en rouge. Elle est fausse, en fait. Oui, Romain, c'est bon si elle est similaire. Ah bah oui, oh là là, excusez-moi, c'est moi qui m'embrouille. Il est trop tôt encore. Donc, non, j'avais raison. C'est juste que j'ai été troublé par le fait que trop peu d'entre vous ont répondu juste. Excusez-moi, donc je réexplique. Donc, en effet, la réponse est juste. Vous avez la même pression artérielle entre la souris et l'homme, comme je le disais. Et donc, c'est juste que vous êtes nombreux à vous être trompés. Et ce qui est normal, c'est parce que ce n'est pas intuitif. Alors, on peut le retrouver ici, je pense, sur la première
le premier diaporama, il me semble que je mets les quelques paramètres cardiovasculaires pour différents animaux. Et non. Je ne sais plus. J'avais un tableau, je ne sais pas si quelqu'un se rappelle, un tableau avec les… Voilà, on l'a ici. Ben non, on ne l'a pas. Par contre, vous le verrez en TD. Vous verrez en TD, souvent, en fait, on utilise beaucoup la souris comme modèle pour comprendre des pathologies cardiovasculaires. Et donc, vous verrez que la pression artérielle chez la souris, elle oscille comme l'homme entre 80 et 120 mm de mercure. Donc, on a la même pression artérielle entre la souris et l'homme. Désolé, je me suis embrouillé. J'ai été troublé par le fait que vous répondiez pas juste à cette question. C'est bon pour tout le monde? Ok, Stélie, Anne, vous avez eu votre réponse au passage. Très bien. Question 6, concernant le débit sanguin. Alors là, on en a beaucoup parlé, donc je pense que ça va être plus rapide, mais c'est bien, finalement, c'est très bien que vous ayez posé les questions en amont. Comme ça permet de revenir dessus encore si vous n'avez pas compris. Alors, je fais appel au réseau des capillaires. J'essaie de retrouver la diapositive. Voilà, qui est celle-là. Donc, en effet, le débit sanguin, eh bien, il est constant dans l'ensemble du système. Donc là, beaucoup d'erreurs, mais j'espère qu'avec ce qu'on a expliqué, tout le monde a compris maintenant. Donc, évidemment, le débit sanguin, il est le même dans l'ensemble des capillaires que dans l'ensemble des artères. Le débit sanguin, il augmente immédiatement après être passé de la position couchée à debout. Eh bien non, justement, ce débit sanguin, alors on va le retrouver dans les cours suivants, et peut-être vous l'avez vu un tout petit peu en cours. Quand on vient de se lever, la pression veineuse centrale, elle va chuter. Et ça va entraîner, pendant un temps très très court, eh bien, une légère baisse de la pression artérielle qui va tout de suite être corrigée par le système nerveux autonome au moment du baron réflexe pour maintenir la pression artérielle et donc pour maintenir le débit cardiaque. Donc, selon en fait comment ça se passe, en général, eh bien, le débit cardiaque, soit il arrive à être maintenu complètement en augmentant la fréquence cardiaque qui va compenser la baisse en fait du volume d'éjection systolique. En effet, si on reprend, alors là, c'est la loi de Starling qu'on a ici. Vous vous mettez debout, eh bien, c'est comme si vous passez de cette situation-là où vous avez une forte pression veineuse centrale à celle-ci où vous baissez la pression veineuse centrale. Donc, le volume d'éjection systolique diminue. Et pour compenser, l'organisme va tout de suite enregistrer qu'il y a une baisse de la pression artérielle due à la baisse de ce volume d'éjection systolique. Quand on est ici, quand on passe cette fois, vous voyez, de cette situation-là à celle-là, qui se passe quand on se met debout, eh bien, la fréquence cardiaque va augmenter pour maintenir le débit cardiaque. Si le débit cardiaque ne peut pas être maintenu, eh bien, la pression artérielle elle va être maintenue en augmentant les résistances périphériques totales. C'est la deuxième possibilité qu'a l'organisme pour réguler eh bien, le débit sanguin avec ce qu'on a vu là, puisque vous avez eh bien, la pression artérielle qui va être dépendante à la fois du débit cardiaque et des résistances périphériques totales. Si on n'arrive pas à maintenir le débit cardiaque quand on se met debout, en faisant de la vasoconstriction, le système cardiovasculaire va quand même réussir à maintenir la pression artérielle et donc éviter que vous tombiez dans les pommes. Si ça ne se fait pas assez bien, vous risquez d'avoir un voile noir et de tomber dans les pommes ou tout simplement vous vous rasseyez en vous disant « Oula, je me suis levé un peu vite, je vais me lever un peu plus lentement juste après ». Si vous êtes déjà arrivé peut-être. C'est clair pour cette partie-là? Ensuite, il est maintenu constant dans le cerveau et le réseau des coronaires, quelles que soient les conditions physiologiques. Là, vous avez très bien répondu, personne n'est tombé dans le piège. Presque personne n'est tombé dans le piège. En effet, il n'est pas maintenu constant dans le réseau des coronaires, quelles que soient les conditions physiologiques, seulement dans le cerveau. Donc,
au niveau du cerveau, ça ne bouge pas. Mais en cas d'effort physique, il faut augmenter le débit dans les coronaires pour permettre au cœur de battre plus vite et plus fort. Et enfin, le débit sanguin est directement lié à la volémie. Ça, c'est juste via la pression veineuse centrale. On peut passer à la dernière question. Très bien. Alors, la pression oncotique, il y a eu beaucoup de questions avant dessus, donc je pense que ça doit être clair, peut-être plus clair que les réponses que vous avez données. Donc là, on peut voir que c'est mitigé. Donc, permet d'assurer l'élimination des métabolites cellulaires. Oui, c'est ce qu'on a vu à travers l'absorption nette, donc qui, je rappelle, est de l'ultrafiltration. La pression oncotique, elle n'est pas plus faible en fin de réseau capillaire qu'en début, ça c'est faux. En fait, elle est stable. Et si on est vraiment, alors bon, c'est un détail, mais si on est extrêmement pointilleux, on pourrait dire que globalement, on a plus de liquide qui sort du réseau des capillaires que de liquide qui rentre, puisqu'on a un débit net. Ça veut dire qu'on perd du liquide dans le plasma au fur et à mesure qu'on avance dans les capillaires. Si on perd du liquide, eh bien, au contraire, on va avoir plus en relatif de protéines. On va augmenter la concentration de protéines puisqu'on a enlevé de l'eau. Puisque, je vous rappelle que les protéines, comme l'albumine, ne passent pas, donc les grosses protéines ne passent pas ces capillaires. Donc, on aurait plutôt tendance à avoir une augmentation de la pression oncotique, très légère, quand on arrive en fin de capillaire. Donc, elle est totalement fausse, cette assertion. Ensuite, on demande, je répondrai après votre question, Romain, elle est basée essentiellement sur la présence de cérébrum, albumine et d'hémoglobuline, ça c'est tout à fait juste. Elle explique en partie la valeur élevée de la pression artérielle. Pas du tout, il n'y a aucun rapport entre les deux. La valeur élevée de la pression artérielle, elle est uniquement due au fait que les artères sont en directe connexion avec les ventricules qui éjectent le sang à chaque cycle cardiaque et donc augmentent la pression. Ensuite, compense exactement la pression hydrostatique dans les échanges capillaires. Donc ça, c'est faux, vous avez bien compris en majorité, puisqu'on a un débit net sortant. Et explique la présence d'œdème chez des personnes ayant un régime pauvre en protéines. Oui, en effet, si, c'est ce que je vous expliquais ici, si on abaisse la pression oncotique, eh bien, en fait, il faut imaginer que vous faites descendre la barre verte ici, donc vous favorisez, en fait, le passage du sang vers les tissus. Donc l'ultrafiltration, donc vous augmentez la quantité de liquide dans les tissus, vous provoquez donc des œdèmes. Alors avant que je réponde à Romain, est-ce qu'il y a d'autres questions sur la pression oncotique? Apparemment non. Donc Romain a une question très intéressante et j'aimerais que je ne sois pas le seul à parler pour voir un peu ce que vous pensez et ce que vous avez compris, puisqu'il nous reste un peu de temps. Romain nous dit, si le débit cardiaque est constant dans les veines et les artères, pourquoi il augmenterait dans les coronaires? Ça, c'est une question vraiment intéressante. Est-ce que quelqu'un peut répondre à Romain? J'ai cru entendre un micro s'ouvrir. Alors, oui, Philippine. Je me disais, courageux. Peut-être qu'il augmente dans les coronaires lorsque on fait un effort. Exactement. C'est exactement ça, Philippine. Merci d'avoir précisé ça. Il faut comprendre, Romain, qu'on dit que le débit cardiaque est constant. Et le débit en fait sanguin, parce que le débit cardiaque va se retrouver dans tous les éléments. Donc le débit cardiaque va être le même dans tout le réseau. Il va entraîner un débit sanguin qui est identique partout. Mais ça, c'est à un instant donné. Si lors d'un effort physique, il faut qu'on amène plus de sang au niveau des muscles, eh bien, le débit cardiaque, il va augmenter. Et ça va se faire, on le reverra sur les bases en fait, du fonctionnement, de l'activation en fait, des centres de contrôle de l'activité physique. C'est des commandes centrales en fait, qu'on appelle, qui vont adapter les valeurs de consigne pour augmenter en fait, les valeurs de pression artérielle
qui va se faire en augmentant le débit cardiaque et en augmentant les résistances périphériques totales. Donc, il faut voir que, eh bien, selon les besoins des différents organes, à un moment donné, on peut être amené à augmenter le débit cardiaque. Donc, il faut différencier la régulation de débit cardiaque en dehors de tout effort physique des régulations lors d'un effort physique. Est-ce que c'est plus clair, Romain? Très bien. Alors, Louis, vous n'êtes pas sûr d'avoir compris la pression oncotique et j'aimerais que vous précisiez votre question parce que, comme je l'ai expliqué presque 3 fois, j'aimerais savoir ce qui ne va pas. Je vous embête, hein. Ou est-ce que quelqu'un veut répondre, veut réexpliquer la façon dont il a compris la pression oncotique? Parce que l'idée aussi, c'est que tout le monde participe. Ça permet de voir en fait si d'autres ont compris un peu différemment ou d'expliquer un peu différemment de ce que je peux faire moi. Alors, vous ne voyez pas comment elle intervient dans l'ultrafiltration. Alors, c'est pourtant très, très important. Il faut comprendre que pour qu'on ait un retour de liquide des tissus vers le plasma, il faut qu'on ait une différence de pression qui soit favorable au passage de liquide de ce tissu vers le plasma. Donc, il faut qu'à un moment donné, la pression dans pardon, au niveau du… alors, je reprends, parce que je suis en train de vous embrouiller, je pense, et votre question montre que vous avez… Je ne sais pas exactement ce que vous n'avez pas compris, si c'est la filtration nette ou la réabsorption qui vous gêne, ou peut-être les deux. Admettons, on enlève la pression oncotique. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Si on n'a pas de pression oncotique, on n'aura que des passages du sang vers les tissus. En effet, la pression hydrostatique, elle sera toujours supérieure dans les capillaires qu'au niveau des tissus, où elle est extrêmement faible. Donc, on n'aurait pas de réabsorption. Pour qu'on ait de la réabsorption, il faut que la pression au niveau la pression osmotique devienne supérieure en fait à la pression hydrostatique. Donc oui, pour répondre à votre question, précisément, et en espérant que c'est bien ça votre question, la pression oncotique, elle est nécessaire en fait à la réabsorption. Et cette réabsorption, elle se fait via l'ultrafiltration, toujours. Donc c'est peut-être la même confusion que précédemment où quelqu'un ne comprenait pas pourquoi cette absorption elle se faisait aussi par ce qu'on appelle de l'ultrafiltration. Est-ce que ça répond à votre question, Louis? Très bien. Alors, Romain, est-ce que c'est vrai de dire que la pression oncotique, c'est la pression osmotique dans le sang? Oui, sauf qu'on parle de pression osmotique toujours entre deux compartiments. Donc, on ne peut pas parler d'une pression osmotique dans un seul compartiment. On parle d'osmolarité, il y a l'osmolarité dans le compartiment sanguin et l'osmolarité dans les liquides interstitiels. Et la différence des deux forme la pression osmotique entre ces deux compartiments. Voilà, c'est ça le plus juste. Alors, sur votre schéma, les flèches ne sont pas dans le même sens par rapport à l'absorption. Si, sauf que si vous regardez, mes flèches sont inversées dans le sens où mes flèches, elles concernent celle-là. Vous voyez, vous avez ici un passage du sang vers les tissus, puis des tissus vers le sang. C'est ce que j'ai représenté là, du sang vers les tissus, puis des tissus vers le sang. Voilà pour Aude qui me demandait ça. Et Gladys… Alors, à deux questions. C'est quoi la différence entre capillaire et coronaire? Eh bien, une grosse différence. Les coronaires, ce sont les grosses artères qui irriguent le cœur. Et donc, ce sont des artères et pas des capillaires. Et votre deuxième question, alors, vous précisiez une réponse
pour la question de Louis, je pense. Donc, très bien. Alors, la pression aquatique est plus grande dans le sang ou les tissus. Est-ce que quelqu'un peut répondre à Lucas? En espérant que qu'il n'y a que Lucas qui n'a pas trop compris, parce que sinon, vu que j'ai expliqué ça au moins 5 ou 6 fois, ce serait un peu dommage pour mes capacités à vous faire passer un message, on va dire. Merci Romain. Je me sens moins seul d'un coup. Donc, en effet, la pression oncotique, elle est nulle dans les tissus, puisqu'on n'a pas ces protéines plasmatiques. La pression oncotique, la définition, c'est la différence de pression osmotique qui est due au fait qu'il y ait plus de protéines dans le sang, au niveau de le plasma. Ça répond à votre question, Lucas? C'est ce qu'on a ici, la pression oncotique, donc c'est lié au fait qu'on ait plus de protéines dans le plasma. Voilà. Mais il ne faut pas hésiter, s'il y avait encore un truc qui n'était pas clair, je vous charrie un petit peu, mais évidemment, ça fait partie de l'idée de ces sessions et de réexpliquer encore une fois, il n'y a pas de souci. Il nous reste un tout petit peu de temps. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. J'en profite pour vous dire que je vais mettre à nouveau le prochain cours qui sera plus succinct. Ça ne veut pas dire forcément qu'il est plus simple. Il y a beaucoup, en fait, on aborde les régulations qui sont assez complexes, donc il y a beaucoup de choses à regarder. Mais comme il y a beaucoup de choses, j'ai préféré le scinder en deux. Donc, vous allez voir que ça sera assez rapide, mais prenez bien le temps de regarder ça et aussi de répondre aux socratives associées, comme d'habitude. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose à ce moment-là d'en rester là. Et donc, il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine et profitez de vos vacances pour vous reposer. Et donc, on se retrouve dans 15 jours. Au revoir à tous.